Et j'ai pas du tout la même tête que le début de ma chaîne. Ouais, ça fait 6 mois que je ne suis pas allée chez le coiffeur, du coup j'ai une toute autre tête. Comme quoi, ça passe vite, on s'en rend pas compte. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de cheveux. On se retrouve aujourd'hui pour le début en fait de mes vidéos qui vont parler du bilan de ces 6 mois. Donc on va parler de mon expérience, donc autant ce que j'ai vécu moi, mais je pense que ça ce sera plus une autre vidéo tournée vraiment sur le ressenti, sur les émotions, etc. Là je vais surtout vous parler de mes conseils, donc choses que j'aurais aimé savoir avant de venir ici, que j'ai découvertes au fur et à mesure, ou des trucs que je me suis dit bon je verrai sur place et que finalement ça s'est très bien passé comme ça. Si vous êtes des personnes qui veulent s'installer au Portugal, donc pour plusieurs mois ou peut-être définitivement, mais faut bien commencer quelque part. Donc là je vais vraiment donner des conseils pour les gens qui sont seuls surtout. Donc bon, moi le truc c'est que j'ai une expérience un peu particulière parce que je suis arrivée donc en février 2021, donc mi-février 2021, en pleine période de Covid, donc là où les frontières étaient encore totalement fermées. Donc moi vu que j'avais un motif professionnel, j'ai pu en fait passer la frontière, mais c'était le moment où c'était un peu la merde partout. Ils commençaient à parler du vaccin dans les pays, en fait il n'y avait plus rien qui allait. En Europe on ne pouvait pas voyager de pays en pays, enfin c'était vraiment, tout était fermé. J'ai un petit peu vu la vie pendant Covid et après Covid, enfin après c'est un peu tôt pour parler de l'après, mais en tout cas le début de l'après-Covid, donc au Portugal, même si bon là on commence à resserrer les fesses, c'est pour ça que je vais vous parler de mon expérience en tant que femme seule dans un pays que je ne connaissais pas. Donc au Portugal, plus particulièrement parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment spécifiques au Portugal et en période de Covid, mais bon je pense que même sans Covid, les conseils seront toujours d'actualité, ne vous inquiétez pas. Donc moi faut savoir que mon appartement, donc j'ai fait une vidéo dédiée à ça pour synthétiser. Donc j'habite dans le centre-ville de Lisbonne, donc pas le centre touristique mais le centre historique. Donc je suis dans le quartier français, donc sans le savoir et sans le vouloir. Moi j'ai pris cet appartement parce qu'il était libre en fait, tout simplement pendant la période que je voulais. Donc j'habite dans un 45 mètres carrés, donc j'ai 3 pièces, tout équipé, tout meublé. Donc là faut savoir qu'il n'y a rien qui est à moi, je n'ai pas apporté mes meubles, les seuls trucs que j'ai amenés ce sont mes vêtements, 2-3 petites décos, les photos que vous voyez ici, mais je n'ai aucun meuble. Le seul truc qui est à moi c'est ma plante. Voilà, j'ai acheté donc ma plante donc que j'ai baptisée Pascal. Si vous n'avez pas suivi mes vidéos, voilà. Donc voilà, c'est la seule chose qui m'appartient ici. Donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de la ramener avec moi. Hello, darkness, my old friend. Mais donc, appartement, tout meublé, tout équipé, j'ai le wifi, j'ai une télé qui est juste ici, toute charge comprise pour mon 45 mètres carrés, donc je suis au rez-de-chaussée. J'habite à 100 mètres du Tage, donc du port. J'ai une station de tramway juste en bas de chez moi. J'ai le train aussi qui passe. J'ai des bus, donc j'ai 3 ou 4 lignes de bus qui passent juste en bas de chez moi. J'ai un supermarché à 5 minutes à pied. Enfin vraiment j'ai tout ici, vraiment j'ai tout. Et donc pour tout ça, je paye par mois 800 €. Alors ça peut paraître beaucoup, je le conçois, c'est beaucoup, mais j'ai fait en sorte que ce soit abordable pour moi. Donc par exemple ma paye, parce que je suis payée dans l'entreprise dans laquelle je suis payée 300 € brut par mois. Ça équivaut à peu près, c'est pas à peu près d'ailleurs, c'est 267 € par mois net. Et donc ça déjà je le déduis de mes 800 €. Apparemment l'argent... ça c'est un truc, les gens veulent à tout prix savoir combien je paye ça, combien je machin, enfin bref, faut juste savoir aussi que je suis payée et que j'ai reçu une aide de la région. J'ai reçu une aide aussi de la région, donc j'ai fait les demandes, j'ai constitué un dossier, mon dossier a été accepté et donc bon ça m'a beaucoup aidé, hein, je vais pas mentir. Donc voilà, donc mon appartement, donc moi je l'ai trouvé sur Airbnb, donc j'ai eu une chance mais immense d'être tombée sur une femme vraiment très très gentille, très honnête. Son mari est avocat,
donc ça m'a aussi aidé dans des démarches, je vous expliquerai aussi juste après. Voilà, très gentil. On a vraiment pu s'arranger, elle comme moi, en discutant, enfin par exemple sur Airbnb, vous savez qu'on doit payer tout d'un coup, sauf que moi, 800 € par mois pendant 6 mois, je ne pouvais pas. Donc je devais donner environ 4500 € d'un coup, chose qui n'était clairement pas possible. Donc je lui ai demandé du coup de faire par mensualité. Donc on est sorti en fait de l'application Airbnb et on a fait un contrat de location. J'ai donné en fait 2 mois de loyer en avance et donc après tous les 19 du mois je devais payer 800 €. Pour les mensualités du mois de juillet et août je ne devais pas donner parce que j'avais déjà fait une avance de 2 mois. Donc bon voilà pour ça. Ce qui m'amène à quelque chose de très important. Ici il faut savoir, enfin bon je dis ici mais je suis sûre que c'est partout pareil, c'est juste que j'ai pu discuter avec des gens qui ont été dans des situations un petit peu barbares ici. Donc c'est pour ça que je le dis, c'est que si vous prenez un appartement, même si vous devez payer par virement, enfin comme moi j'ai fait par exemple, ou par chèque, enfin bref, demandez toujours systématiquement de faire un contrat de location et lisez-le du début à la fin. Maintenant en plus si il est en portugais ou en anglais, vous avez des traducteurs sur internet, c'est pas compliqué du tout à traduire, il faut bien que vous compreniez tout. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes, que ce soit les locataires ou les propriétaires. Et ici, les propriétaires souvent ne font pas de contrat de location et donc ça fait que, ou alors ils ne déclarent pas les loyers perçus. Donc ce qui fait que parfois ça peut mettre les locataires dans des situations un petit peu cocasses. Pour éviter tout désagrément, pour éviter que votre séjour se transforme en cauchemar, faites un contrat de location. Mais vraiment, même si vous passez pas par une agence, si vous trouvez sur Airbnb ou parfois même sur Facebook, sur ici Marketplace, demandez systématiquement si vous passez par un particulier à faire un contrat de location. Ensuite, pour toujours l'appartement, je vous conseille de regarder les quartiers. Moi par exemple, j'ai choisi déjà dans un premier temps un appartement qui se situait pas très loin de mon travail, comme ça je pouvais y aller à pied et donc c'est ce que j'ai fait. Bon là du coup je suis en télétravail donc je me déplace juste de mon lit à ma table pour travailler. J'étais à environ 15-20 minutes de mon travail, donc ce qui est très raisonnable. Donc déjà moi je regardais ça et regardez aussi les quartiers parce que si vous êtes plus dans le centre touristique, donc plus Alfama, la Baxia, le Chiado, des quartiers comme ça va être beaucoup plus bruyant. Ça... je dis ça, j'ai mon voisin qui court littéralement sur son parquet. Donc ouais, regardez aussi les quartiers parce que si vous êtes là juste pour 1 ou 2 semaines en vacances, bon là il n'y a aucun souci, mais si vous êtes comme moi que vous venez travailler, il va falloir quelque chose de calme, de safe aussi. Donc moi je suis aussi dans le quartier des ambassades, donc par exemple j'ai l'ambassade de France juste en bas de chez moi, de ma rue. Ça aide, n'empêche, parce que ça rassure. Ensuite, j'ai eu beaucoup de questions aussi au niveau de la langue parce que je ne parle pas le portugais, je ne le parle toujours pas d'ailleurs, je comprends quand je lis, j'arrive à comprendre quand je lis, quelques mots aussi, mais le problème c'est que on est dans une ville où il y a beaucoup de personnes de régions différentes qui habitent et donc les accents ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, j'ai 3 collègues dans l'entreprise qui parlent portugais, donc il y a une fille qui vient, bon elle est pas portugaise, elle est brésilienne, donc elle a un accent totalement différent d'ici. Il y en a un autre qui parle un petit peu, il parle très vite et il articule pas spécialement, et là il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça ici. Et il y en a un autre où c'est plus soutenu en fait, où on comprend mieux, c'est plus nuancé. Donc en fait déjà, les 2 garçons habitent ici depuis très longtemps, hein. Enfin ils sont nés à Lisbonne, ils sont toujours restés à Lisbonne. C'est tellement différent d'une personne à une autre en fait que c'est très difficile à comprendre. Bon du coup quand je vais faire mes courses j'arrive à parler et à comprendre le portugais parce que c'est toujours la même chose. Après il faut savoir aussi que ici, vu qu'on est dans une capitale, tout le monde parle anglais, quasiment.
à part 2-3 personnes, mais c'est très rare, et ceux qui parlent pas anglais sont très amicaux en fait, donc on arrive quand même à se comprendre, même si on parle pas du tout la même langue, parce que rien qu'avec les expressions du visage, le oui, le non, enfin des choses comme ça, on arrive quand même à discuter. Donc voilà, après bien sûr je conseille de prendre des cours de portugais avant, moi j'ai pas eu le temps de me pencher dessus, même si mes parents m'avaient offert ce bouquin, donc le guide de conversation du portugais qui est très bien fait. Sauf que le problème, et même eux au départ ils comprenaient pas trop, ils disaient ouais mais fais des efforts et tout. Et ils sont venus une semaine, ils se sont bien rendus compte et ils ont bien compris pourquoi je ne comprenais absolument rien et que je ne progressais pas en portugais. Parce que c'est très difficile à comprendre. Et même si on fait tous les efforts du monde, c'est très compliqué. Donc apparemment j'ai une bonne prononciation sur le peu de choses que j'arrive à dire. Mais ça sert à rien de vouloir parler si on ne comprend pas, donc ça c'est vraiment un truc, enfin voilà, faut vraiment, avant de vouloir parler, il faut comprendre, et ça c'est assez compliqué pour le portugais, même si je parle français et espagnol, donc voilà. Ensuite, un truc à faire qui est primordial ici, voilà, par exemple, elle, je ne comprends rien. Je crois que c'est bon. Elles se sont éloignées. Bref. Donc un truc qui est primordial à faire ici si vous venez habiter au Portugal, donc que vous êtes là pour plusieurs mois et surtout que vous voulez travailler, il faut faire son NIF, il faut avoir un NIF. Donc le NIF c'est le numéro d'identification fiscale, donc c'est ce qui va vous permettre d'acheter en fait, de louer, donc ça dépend si vous passez par un particulier ou par une agence, de travailler aussi, de pouvoir être payé parce qu'en fait l'entreprise a besoin du NIF pour pouvoir vous déclarer. Il y a tout un truc, bon, moi j'y connais pas grand chose, alors déjà en France j'y connais pas grand chose, mais alors au Portugal c'est encore pire, mais du coup il faut à tout prix un NIF, ce que je ne savais pas. Et en temps de Covid, donc le NIF en fait on peut l'avoir en temps normal si on vient avec une pièce d'identité dans une agence qui s'appelle les Finanças, et donc ce sont en fait tout simplement les agences des impôts. Donc il y en a un petit peu partout, sauf que quand vous arrivez en plein confinement, et bien tout est fermé. Donc je ne pouvais pas le faire. Quand on voulait prendre rendez-vous, si on voulait un rendez-vous sur Lisbonne, c'était minimum 3 mois plus tard. Et si on appelait pour vouloir prendre rendez-vous plus tôt, il fallait se rendre... moi j'ai une copine qui a dû aller à Porto, et Porto c'est minimum 3 heures de train, donc enfin voilà, tout était un peu compliqué, donc c'est pour ça que au début c'était très compliqué pour moi. Mais comme je disais, j'ai la chance d'avoir une propriétaire qui est absolument adorable, et donc elle m'a aidée, elle et son mari, à avoir mon NIF parce que lui étant avocat, c'est plus facile d'avoir le NIF par un avocat. Donc moi il me l'a fait gracieusement, mais en toute logique c'est payant en fait si vous passez par un avocat. Il y a aussi des organismes sur internet qui le font pour vous, mais c'est payant, c'est en moyenne entre 80 et 150 €, ça dépend, après si vous pouvez faire appel à un avocat. Si vous avez de la famille, ils peuvent vous faire la demande pour vous sur le site des impôts, donc il faut qu'il soit enregistré comme votre référent fiscal, si je ne me trompe pas, parce que moi du coup ça fait plusieurs mois que je l'ai, comme votre référent fiscal, et après quand vous avez votre NIF, il vous supprime de son compte en fait, et après vous pouvez vous gérer vous-même. Bon moi je ne paye pas d'impôts en fait au Portugal parce que je ne suis pas payée assez cher, mais donc je ne suis pas, j'ai rien à déclarer, mais du coup il fallait que j'ai mon NIF pour pouvoir travailler. Ensuite au niveau de la sécurité sociale portugaise, donc je suis donc rattachée à mon entreprise, donc c'est eux en fait qui ont fait les démarches pour moi. Au niveau de la sécu, donc j'ai mon numéro aussi de sécu portugaise, et voilà, faut savoir aussi que vous avez besoin du NIF parfois pour commander sur internet via des sites portugais, donc ils vous demandent par exemple à la fin au niveau du paiement, vous mettez la carte, le machin, le truc, et à la fin ça vous demande obligatoirement le
le NIF. Et quand vous l'avez pas, vous ne pouvez pas commander. Parce que moi, du coup, au début, je devais commander quelque chose et j'ai pas pu à cause de ça. Et ça, il faut le faire si vous pouvez avant de venir au Portugal, donc si vous connaissez quelqu'un ou même par un organisme ou quelque chose comme ça. Comme ça, quand vous arrivez, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de le faire. Et ça, franchement, faut vraiment se renseigner avant si vous comptez passer plusieurs mois ou que vous comptez venir travailler au Portugal. Parfois, il y a certaines entreprises qui aident les employés, mais pas toutes. Par exemple, moi, la mienne ne m'aidait pas. Ils m'ont juste dit, il faut que tu aies ton NIF. Et c'est tout, et donc j'ai dû me débrouiller toute seule avec l'aide finalement de ma proprio, et Dieu merci parce que sinon je ne sais pas comment j'aurais fait. Du coup il faut vraiment avoir un NIF, et si jamais vous avez d'autres questions sur les NIF, les choses comme ça, parce que c'est un petit peu particulier, enfin je survole en fait les trucs, donc si jamais vous avez des questions ou vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à venir me poser des questions donc en privé ou en commentaire ou des choses comme ça, je me ferai une joie d'y répondre et de vous aider, il n'y a aucun souci là-dessus, n'hésitez surtout pas. Et donc les deux derniers trucs, et après on passe à ce que moi personnellement j'ai fait pendant ces 6 mois, outre le travail. Le premier truc aussi, c'est que clairement vous n'avez pas besoin de voiture ici. Tout simplement parce que c'est une ville, une très très vieille ville. Donc au départ c'était une ville médiévale, je le répète, c'est une très très vieille ville. Tout est entièrement pavé, donc quand il pleut ça glisse, quand il pleut il y a beaucoup d'accidents, de petits accrochages, de choses comme ça. Quasiment tous les parkings sont payants. Moi par exemple ma rue elle est payante, il y a un eurodateur juste en face de chez moi. Ici les gens ils roulent un petit peu comme des fous. C'est très rare de voir une voiture qui n'a pas une aile égratignée ou défoncée. Ils se disent ici une voiture c'est fait pour être abîmée. Moi ce que je vous conseille c'est de tout faire à pied parce que c'est totalement faisable. Après bien sûr ça dépend où est-ce que vous habitez. Si vous habitez plus vers le quartier, vers Benfica qui est un petit peu plus excentré, là c'est sûr que vous allez avoir besoin de transport. Moi personnellement j'ai tout fait à pied à part quand on est allé à Belém avec mes parents. Après il y a des cartes d'abonnement au transport, donc il me semble que c'est une quarantaine d'euros par mois, donc ça c'est l'abonnement. Après sinon vous avez aussi des cartes rechargeables, je crois que c'est séparé, que en fait vous pouvez vous procurer dans les stations de métro. Sinon mais vous avez des machines dans les bus, dans les transports, où vous pouvez acheter des tickets limités mais ça revient vite cher. Et sinon vous avez les Uber qui sont très peu chers ici, et aussi les taxis, mais les taxis faut se méfier. Parce que si vous êtes étranger, vous pouvez facilement l'avoir dans l'os, voilà. Donc ça c'était pour les transports, et sinon un truc primordial quand vous venez tout seul, voilà, il faut s'occuper. Parce que vous avez la même expérience que moi, que vous venez partir de chez vos parents où habite encore votre frère et que je veux dire ça occupe quand même, vous retrouvez facilement dans la solitude et à vous ennuyer, parce que moi du coup je n'avais personne à qui parler. Donc maintenant je vais vous parler un peu de mon expérience et de ce que j'ai fait un peu pour m'occuper, de ce que j'ai utilisé, de ce que j'ai découvert, enfin un peu tout ça quoi. Donc première chose, c'est que le site que j'ai le plus utilisé depuis ces 5 derniers mois, c'est Google Maps. Et Google Maps, ça m'a aidé déjà à voir mes trajets, pour voir aussi au niveau des musées, de ce qu'il y avait à faire, des horaires, des commentaires. Enfin vraiment c'était mon meilleur ami ici. En plus il est très bien fait, enfin vraiment ça m'a sauvé la vie. En plus moi j'ai un sens de l'orientation merdique. Ça m'a aidé à ne pas me perdre, ça m'a aidé à trouver directement ce que je voulais, parce que en plus c'est une ville avec plein de petites rues et tout, donc on peut facilement se perdre. Tout est très bien répertorié dessus, donc vraiment genre Google Maps c'était vraiment ma base ici. Ensuite, il fallait que je m'occupe dans le sens où je suis quelqu'un, donc déjà pour ceux qui ne le savent pas, je suis designer, je suis actuellement un master en design, et donc j'ai un besoin de création assez important. Ce qui fait que ici j'ai pas pu tout emmener, donc je n'avais pas par exemple ma machine à coudre. C'est pour ça que je regardais aussi beaucoup de vidéos de couture, de choses comme ça, donc pour vivre un petit peu par procuration si je puis dire. Mais donc j'ai commencé à m'intéresser à plusieurs trucs. Déjà de 1 la cuisine, parce que je ne cuisinais pas avant. Je mangeais des plats préparés, je mangeais des pâtes,
Enfin, quand j'allais à l'école, après sinon le soir, bah, c'était plus mes parents qui cuisinaient, enfin bref, j'ai jamais cuisiné de ma vie. Et là du coup j'étais bien obligée, sachant que je ne voulais absolument pas commander à tire-larigot et à tort et à travers parce que c'est pas mon truc, et que je voulais aussi faire les choses par moi-même. Moi j'ai un très gros besoin de faire les choses par moi-même, je déteste quand on me fait les trucs à ma place, et donc j'avais vraiment besoin de faire les trucs par moi-même, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup cuisiné. D'ailleurs, ma meilleure amie Apolline a dit que ce que je faisais c'était très bon, donc ça c'est cool. Et ma mère m'a piqué une ou deux recettes, donc qu'elle refait à la maison. Donc ça veut dire que j'ai progressé les gars, j'ai progressé en cuisine. Et aussi je me suis trouvé une passion pour le crochet. Je vais vous montrer mon œuvre. Donc ça fait à peu près 2 mois que je suis dessus, mais voilà, je fais un sac, j'ai bientôt fini d'ailleurs. Ça sent bien. Je l'ai bientôt fini, il me reste juste de finir ce côté-ci et du coup ce sera bon. Mais je ne sais pas si je vais avoir assez pour finir, je pense pas. Donc je suis allée en mercerie aller acheter ça, et je voulais aussi me mettre à la broderie, mais je n'ai pas eu le temps, et il aurait fallu aussi que je ramène tout donc en France, ce qui n'allait pas spécialement être possible au niveau de mes bagages parce que je n'ai pas 300 milliards de valises et 300 milliards de bras. Je ferai de la broderie en revenant chez moi parce que je vais avoir un peu le temps, et vraiment ça c'est un truc genre ça me calme vraiment. Il y en a en fait qui ne sont pas patients, et donc moi ça me calme de ouf de faire des trucs comme ça, donc vraiment il faut avoir de la patience, mais le soir quand je suis devant la télé, bah je tricote, je crochette, et donc j'arrive à faire des trucs comme ça. Et c'est mon premier truc, enfin je veux dire j'ai pas fait de crochet avant, je me suis dit je vais me faire un sac. Et bah finalement il est pas trop dégueu mon sac. C'est vraiment mon premier travail manuel au crochet, genre je n'ai pas jamais fait de crochet avant. Mais du coup voilà, donc grosse passion pour ça. J'aurais aimé aussi lire plus, mais je n'ai pas, je sais pas, j'arrivais pas à être assez concentrée pour vraiment me focaliser sur une seule chose. Là comme j'ai dit, le crochet, je le fais devant la télé, donc enfin voilà, au final le geste devient machinal et on réfléchit même plus, donc ça c'est cool. Ensuite, quelque chose que j'ai découvert ici que je n'avais pas avant, c'est Disney+. Et oui, aussi curieux que ça puisse paraître, la fan de Disney qui est en moi, parce que bon, si vous ne me connaissez pas, je suis très fan de Disney. Je n'avais pas Disney Plus avant, et donc je l'ai découvert et c'est vraiment trop bien. Donc là je suis en train de me refaire l'intégrale de Pirates des Caraïbes et de Star Wars en VO, et j'ai pas de mots pour dire à quel point j'aime encore plus ces sagas en VO. Donc les gars, la VO c'est la vie, enfin j'arrive même à mettre ma mère à la VO alors qu'elle ne comprend pas l'anglais. Mettez-vous à la VO, c'est beaucoup mieux, on ressent plus les émotions, vous allez encore plus aimer les caractères, j'allais dire, les personnages, mais voilà, la VO. La VO. Ensuite, pour m'occuper, ce que je faisais aussi beaucoup, c'était les musées, les parcs et les promenades. Donc même si je faisais rien, même si j'allais juste me promener et passer du temps avec moi-même et mes écouteurs, je le faisais parce que j'ai la bougeotte un peu, et le fait de rester assise à un bureau pendant 8 heures d'affilée au travail, c'est très compliqué pour moi parce que j'ai besoin de bouger. Là je sais pas si vous avez vu, mais tout à l'heure je ne sais pas comment m'asseoir, je n'arrive pas à rester en place, et donc j'ai besoin de bouger, de faire des trucs, et donc j'allais me promener, j'allais marcher, donc je marchais environ une dizaine, quinzaine de kilomètres par semaine. Et ensuite les musées, donc moi je suis très curieuse et j'ai besoin d'apprendre des choses, d'avoir des questionnements un petit peu, de remettre un petit peu les trucs en question, enfin bref, je suis très curieuse, et donc les musées pour moi c'est vraiment une source d'informations qui est pour moi mais un trésor. Et ça je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas les musées, qui n'aiment pas passer du temps à apprendre des choses, à être curieux sur la vie, sur plein de choses. Enfin ça c'est un truc que je ne comprends pas, mais bon ça ce n'est que mon avis. Et donc ici il y a énormément de musées, et donc j'en ai fait plusieurs. Donc toute seule c'est un peu compliqué, j'en ai fait 2, donc avec Émilie ma collègue, et quand mes parents sont venus on en a fait plein, donc ça c'était trop bien, et il y en a
plein qui sont trop cool. Et ben voilà, faut vraiment s'occuper. Soxy-GD en plus c'est une ville qui est magnifique, donc faut vraiment sortir et vraiment profiter de tout ce qu'on voit, des moindres détails, des choses comme ça, parce que ici c'est vraiment, enfin même la ville est un trésor en fait, donc il faut vraiment profiter du temps qu'on passe en extérieur. Ensuite, il me reste 3 choses à parler, après promis j'arrête parce que la vidéo est beaucoup trop longue, mais quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi, c'est de faire du montage vidéo. Avant de venir ici, donc j'ai commencé ma chaîne YouTube, je crois un mois après, donc peut-être en mars. En mars, j'ai commencé ma chaîne YouTube et avant j'avais fait 2-3 petits projets très vite fait. Et en fait, ça m'amuse énormément parce que je sais pas, à la fin je suis fière de moi en me disant que bah, c'est moi qui ai produit ça et j'ai plein de retours positifs sur mes vidéos et tout, donc ça me motive encore plus à en faire. Et ouais, franchement ça m'amuse. Puis étant donné que je suis toute seule, le fait de parler... Enfin c'est comme si je parlais à quelqu'un en fait là comme ça, même si c'est par l'intermédiaire d'un téléphone et que là pour l'instant j'ai des personnes à qui parler, à qui répondre, enfin qui me répondent. C'est vrai que c'est vraiment un échange, c'est un partage et du coup bah, le temps passe plus vite. Là par exemple je sais que ça va faire 40 minutes que je parle et en fait ça m'aide beaucoup aussi à extérioriser et puis enfin je sais pas, à ne pas me renfermer sur moi-même. Enfin vraiment je trouve que c'est vraiment une thérapie et même si vous ne mettez pas les vidéos sur YouTube, ça fait toujours des souvenirs. Enfin moi je sais que là les vidéos je vais les garder pendant très longtemps et que c'est vraiment un souvenir qui sera figé vraiment et que si j'ai envie de m'en rappeler, bah, je regarderai mes vidéos quoi. Et donc vraiment le montage vidéo c'est un truc qui m'a beaucoup plu, que je ne savais pas si j'allais aimer ou pas, parce que je savais pas si j'allais avoir la patience, si j'allais pas un peu m'énerver, parce que bon moi les logiciels, ça dépend lesquels, mais souvent je perds un peu patience parce que c'est pas exactement comme je l'ai imaginé, donc ça m'énerve. Et puis finalement je prends énormément de plaisir à faire du montage. Bon, par contre vous n'imaginez pas la quantité de travail qu'il y a derrière une vidéo. Une vidéo de 15 minutes, c'est environ 5-6 heures à peu près de montage. Il y a vraiment un énorme travail autour de ça. C'est pour ça que quand j'ai des retours positifs et que je vois que les gens, que ce soit ma famille ou des amis, des choses comme ça, qui me disent que c'est super ce que je fais, bah moi ça me... Enfin je suis super contente en fait, je me dis que bah, ça c'est encore un truc que j'arrive à peu près à faire correctement et donc c'est une compétence que j'acquéris en plus et franchement c'est vachement cool. Ensuite, un autre truc aussi qui m'a sauvé la vie quand je m'ennuyais ou quand j'avais besoin de me poser, de penser à rien, enfin à rien vraiment, et d'être dans ma bulle, c'est les Sims 3. Donc si jamais vous ne me connaissez pas non plus, j'adore les Sims 3. J'ai pas encore les Sims 4, je pense que je vais investir bientôt, mais les Sims 3 c'est un jeu vraiment que j'adore. Ça fait 10 ans que j'y joue, il me semble, et j'adore. Je suis vraiment très fan, je n'arrive pas à m'en lasser. J'y joue à peu près 1 à 2 fois par semaine pendant 2-3 heures. Ça me permet aussi de me vider la tête, de faire autre chose, et ça me permet aussi de garder un petit peu mon imagination et ma créativité, parce que bah, c'est aussi un jeu de construction, hein, faut pas l'oublier. Donc vraiment les Sims 3 ça m'a sauvé la vie et ça m'a sauvé de certaines soirées qui étaient un petit peu touchy sur mon humeur. Donc voilà, ça m'a sauvé la life. Et dernière chose que j'ai envie de vous parler, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques jours, que mon père m'en a parlé, c'est l'application mobile ISS Live Now. Donc c'est clairement l'application qui permet de traquer la station spatiale internationale, donc dans laquelle est en ce moment Thomas Pesquet. Et donc elle fait le tour de la Terre littéralement en 1h30. Nous dans une journée il se passe 24 heures, eux c'est 1h30, c'est un truc de fou. Et donc en fait sur l'application, donc je pense que je vais vous mettre une petite vidéo explicative de l'application, même si moi malheureusement avec mon téléphone donc qui est un Huawei, je n'arrive pas à voir la carte en fait, où on voit sa trajectoire en temps réel. Donc en fait on voit, c'est une carte du monde en fait, et on voit la trajectoire, donc en fait on voit une parabole avec le côté jour, le côté nuit, et aussi on a un cercle. Tout ce qu'il y a dans le cercle c'est de là où on peut voir dans le ciel la station. Si vous êtes dans le cercle, vous pourrez voir la station, donc ça c'est vachement cool. Et en fait elle traverse souvent l'Europe, et en fait avec mon père on s'envoie des messages et on a dit vas-y on va essayer de
voir en même temps la station. Donc en fait c'est un point blanc qui se déplace très rapidement, mais on le voit à l'œil nu. On n'a pas besoin de jumelles ou de choses comme ça ou de zoomer avec le téléphone. J'ai d'ailleurs pris une vidéo, donc je la mettrai aussi à l'écran. Et donc en fait on était donc tous les deux à 1000 km l'un de l'autre, donc moi à Lisbonne et lui donc dans le sud-ouest de la France, et en même temps on voyait la même chose. Et de se dire ça, c'est un truc de ouf. Comme je vous disais tout à l'heure avec les musées, je suis très curieuse, je me pose des questions sur plein de choses, sur quasiment tout, des questions existentielles, enfin et en fait mon père il est un peu comme ça aussi, et en fait on trouve ça ouf le fait de voir la même chose au même moment. Et en fait sur l'application on peut aussi voir donc des vidéos donc de ce qu'ils voient eux de l'intérieur, donc orienté sur la Terre, mais aussi au niveau de l'horizon. Donc on peut voir des aurores boréales, on peut voir donc quand il passe du jour à la nuit et de la nuit au jour. On peut voir aussi à l'intérieur de la station, enfin vraiment c'est vraiment hyper complet. Et il y a même il me semble un simulateur, donc moi je l'ai pas encore testé, et ça vous dit aussi en temps réel quand est-ce que vous allez voir l'ISS passer au-dessus. Donc après vous avez une petite boussole avec sa trajectoire et vous, votre point, et donc vous levez les yeux et donc par exemple souvent vous pouvez la voir pendant 3-4 minutes dans le ciel, et donc c'est hyper précis et c'est trop bien. Et ça vous donne aussi des notifications. Dans quelques minutes, l'ISS va passer au-dessus de votre position. Donc je vous conseille vivement cette application, donc ISS Live Now. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc l'une des premières vidéos sur le bilan de mon expérience, avec mes petits conseils, mes choses comme ça. La prochaine vidéo, ce sera vraiment mon ressenti à moi sur cette expérience, avec ce que j'en ai pensé, comment je l'ai vécu, les choses bien, les choses un petit peu moins bien, enfin vraiment tout ça sans langue de bois. De toute façon je suis là pour partager mon expérience, qu'elle soit positive ou négative, donc je ferai ça. En attendant, si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos donc sur toute mon expérience pas à pas en fait, avec que ce soit toute seule, que ce soit des vlogs, que ce soit avec des gens, je vous conseille d'aller les voir, enfin voilà, si ça vous intéresse. Et puis sinon je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si je pense qu'elle aura été un petit peu longue et que peut-être pour certains pas très intéressante. Mais merci de l'avoir visionné jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon week-end, je ne sais pas. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.